témoignages, reportages, révélations. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre édition de Canal Détective, la toute première, votre émission d'enquête qui se charge de vous présenter les faits tels qu'ils se sont déroulés, les questionner, ceci dans une démarche de recherche de vérité. Notre leitmotiv, rechercher l'information, rechercher la vérité, parce qu'à notre avis, celui qui applique son esprit à l'impossible découvre toujours la vérité à tout de suite. Avez-vous déjà, mesdames et messieurs, été victime de la confusion, voire la disparition du corps de l'un de vos proches déposé pour conservation dans une morgue de la place? Sinon, vous n'en êtes pas loin, puisqu'il ne se passe pas un seul jour au Cameroun sans qu'un tel cas soit déclaré dans une morgue de la place. Les deux faits que nous allons vous présenter actuellement le démontrent avec force. Vous allez voir, mesdames et messieurs, que cela attribue à ce phénomène une dimension mystérieuse. Le premier, celui de David Isaac, âgé de 9 ans, confondu à celui d'un autre garçonnet, âgé de 15 ans, acheminé en Bouddha. Triste constatation, le corps de David Isaac a été l'objet d'une profanation indescriptible. Le deuxième, celui d'une maman survenue dans le petit village de Thuy, confondu à celui d'une autre femme, une femme du troisième âge. Les autorités administratives et traditionnelles mises en branle, le corps sera retrouvé, enterré dans un autre petit village à plus de 7 km. Les autorités administratives vont donc prendre une délicate décision de procéder à l'exhumation du cadavre. Mais seulement, qui était derrière cette machination diabolique? Le fils de la défunte, qui aurait, selon les informations qui nous reviennent, soudoyé à hauteur de 125 000 francs CFA le morbier pour obtenir la confusion du corps de sa propre mère. La grand-mère de David Isaac, mesdames et messieurs, raconte avec beaucoup de peine ce qui est arrivé à sa famille, plongeant celle-ci dans un profond désarroi. Tout commence au petit matin du 1er septembre 2011, quand décède dans la famille un petit-fils, le nommé David Isaac, des suites de longues maladies. David Isaac décède ainsi dans la case familiale, des suites de très longues maladies, disais-je. Non loin de l'hôpital de district de Bonassama, à quelques enclavures, c'est là-bas que le corps de David Isaac sera déposé pour conservation. Avant la mise en bière, la mère de David Isaac se charge d'aller tous les jours se recueillir auprès du corps de son enfant. Mais seulement, un jour avant la date prévue pour la mise en bière, le corps de l'enfant est porté disparu. Une information, une nouvelle qui tombe dans la famille comme une chape de plomb. Dadou était un enfant très vaillant parce que et très intelligent. Parce qu'il y a eu des moments où il passait même 2 semaines à la maison quand il se sentait très mal. Et dès que ses camarades viennent lui dire qu'ils vont composer, il décidait d'aller à l'école. Et pendant les résultats, c'était très bon. L'hôpital de district de Bonassama, situé à quelques enclavures à Douala de la case familiale. Cela est conservé dans le box H8 de la morgue avec 2 autres cadavres de personnes âgées. Marie, la grand-mère de l'enfant, s'y rend tous les jours pour se recueillir auprès de la dépouille de son petit-fils. Dernière visite de cette nature le samedi 3 septembre dans la matinée. Le corps de l'enfant était bien à l'endroit. On a déposé le corps à la morgue, c'était jeudi, le 1er septembre, jeudi, comme aujourd'hui. On dépose le corps, j'y vais vendredi à 7 heures. J'ai vu le corps, j'ai même bavardé. Dis Dadou, tu as demandé à venir habiter ici en m'abandonnant.
Bon, moi, si je t'abandonne, je m'en vais. Dimanche 4 septembre 2011, date prévue pour la mise en bière, les membres et proches de la famille se rendent alors à l'hôpital de district de Bonasama pour la levée du corps de David Isaac. Il est midi et à la surprise générale, aucun employé de la morgue n'est à son poste. C'est au bout de 2 longues heures d'attente qu'un croque-mort se présente et coup de théâtre. Le corps de Joe David Isaac, âgé de 9 ans, est porté disparu. Elle est arrivée vers 13h10. Bon, elle nous a trouvés assises. Elle dit, vous m'appelez, c'est le café que vous m'aviez gardé. Moi, j'ai souri. Je me suis levé et suis allé vers elle. Vous voulez quoi, madame? J'ai dit, mais vous m'aviez demandé de passer dimanche à midi pour la levée de mon petit-fils. J'ai dit, ok. Et vous n'avez rien à donner? Je lui ai donné 5 000 francs. Elle s'est levée, elle a tiré le box H8. Il n'y avait rien. Elle a tiré partout. Il n'y avait rien. Elle revient, elle regarde le registre. Et moi, je lui pose la question. Ma fille, vous n'avez pas retrouvé le corps de mon petit-fils? Elle n'a pas pu répondre. Elle se lève, elle va vers le fond. Bon, elle tire là-bas. Et il y a une dame qui dit que mais elle va chercher là-bas. On ne garde même plus les corps là-bas parce que il paraît que ça ne fonctionne pas là-bas. Elle revient. Je lui pose la même question. Elle ne m'a pas répondu. Je suis donc sorti. Là, on était à 13h45. Je suis donc sorti et j'ai dit, il paraît que David a disparu. La conjecture d'une confusion de corps est l'hypothèse immédiatement envisageable. Les autorités administratives, judiciaires et policières sont informées de la situation. Lundi, le 5 septembre, c'est tout l'hôpital qui se mobilise. Et le médecin me demande donc de sortir. On va faire sortir tous les corps. Parce qu'il y a eu 2 enfants, un enfant de 9 ans et un enfant de 15 ans, 14-15 ans. On fait donc sortir tout le monde. La personne qui est restée là-dedans, c'était mon neveu, le maître Zogo. Parce qu'il m'a dit, Tata, sors parce que je te vois très tendu et je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Bref, je suis sorti, je suis allé m'asseoir par terre à l'entrée de l'hôpital. On a sorti tous les corps. David n'était pas là. Une enquête est ouverte et au bout de quelques heures, l'affaire connaît un sérieux rebondissement. Ce n'est plus une hypothèse. Le corps de David Isaac a bel et bien été confondu à celui d'un autre adolescent âgé de 14 ans. Selon les registres, cela aurait été retiré par un certain Moussa puis acheminé en Bouddha. On a pu avoir le numéro de la personne qui est venue mettre le corps qu'ils ont abandonné, Monsieur Moussa. Et là-dedans, Monsieur Moussa nous demande d'enterrer le corps que nous avons trouvé ici. Eux, ils ont déjà enterré notre corps et qu'on s'arrange avec la mafia de la morgue de l'hôpital. À l'hôpital de district de Bonasama, le même jour sont établis le certificat de décès, le certificat de genre de mort et le permis d'inhumer. On a appelé le gouverneur. Le gouverneur a appelé le préfet qui a saisi le préfet d'ici. Et on demandait donc le dirigeant de l'hôpital, qui est une dame. Et le même jour, il y avait le deuil du docteur Eboko. Et donc, elle était là-bas. Finalement, on l'a appelée, elle est arrivée. Et le docteur quand même a demandé de venir. On a fait une assise là-bas. Ils m'ont dit, ils vont tout faire pour aller chercher le corps parce que le monsieur Moussa est en Bouddha. Ici à Douala, autorités et membres de la famille de David prennent des dispositions pour conduire en Bouddha le corps de l'autre petit afin de rentrer en possession 5 jours après sa disparition du corps de David Isaac. La mission de la délégation consiste à aller en Bouddha, conduire dans cette famille le corps de l'enfant âgé de 15 ans afin de rentrer en possession de la dépouille de David Isaac déjà inhumée.
Mesdames et messieurs, les membres de ce convoi, à 5 h du matin, au moment où ils quittent la ville de Douala, sont loin de s'imaginer qu'à l'autre bout de l'autoroute les attend une autre paire de manches. On arrive à Mbouda il était pratiquement 11h30 midi. Nous nous dirigeons vers la préfecture. À la préfecture, nous demandons à voir le préfet. La secrétaire nous dit que le préfet n'est pas là. On demande son domicile. Bon, on a d'abord traîné là. Après, la dame nous dit, bon, le corps que vous avez ramené, allez le mettre à la morgue et puis on verra la suite. J'ai dit, je ne pars pas d'ici sans mon petit-fils. J'ai donc fait appeler le secrétaire général du gouverneur de l'Ouest qui était sous-préfet ici. Je lui demande, je lui dis, David se trouve dans tes terres là-bas. Il me dit, ah bon, son père était d'ici. Je dis, non, il paraît qu'on a confondu le corps et nous sommes ici. Le préfet ne veut pas nous recevoir. Ce sont les termes que j'ai utilisés. Il me dit, bon, attends, je te rappelle dans 5 minutes. Il n'a même pas fait 5 minutes. Il le rappelle. Il me dit, voilà, je viens d'avoir mon patron, le gouverneur. Et il a appelé le procureur qui va vous acheminer le certificat d'exhumation. Il n'y a pas de problème. Et il m'a demandé de lui passer le numéro du médecin. En revenant à la préfecture, on a trouvé que le préfet était déjà là. Et on appelle M. Moussa. Il vient et il dit que c'est vrai qu'il a déposé le corps qui se trouve dans la voiture. Peut-être c'est le corps là qui se trouve dans la voiture à la morgue de Mounasama. Mais quand on est venu faire la levée le vendredi, il n'était pas là, il était sur Yaoundé. Peut-être c'est pour cela qu'il y a eu confusion. Où est donc le corps? Il dit que on a remis le corps à un bensikineur. Puisqu'à Bouddha, l'enfant est déjà enterré, et ce depuis 5 jours. Et comment? Le corps de David Isaac aurait été confié à un inconnu, conducteur de moto, chargé d'aller s'en débarrasser dans la forêt. C'est au pied d'un arbre que le kidam va retirer le corps du cercueil qui sera brûlé, puis le corps enterré et n'importe comment. Je lui dis, bon, comme nous ne sommes pas très loin du carrefour, peut-être qu'on va trouver ce bensikineur qui pourra nous accompagner. Et pendant qu'on sort, il doit le voilà. Moi, je m'avance, je dis, je voudrais mon fils, mon petit-fils. Il me dit, mais madame, vous me connaissez? Je dis, on vous a remis un petit corps ici, vous l'aviez enterré. Il dit, ah bon, bref. Il me dit, bon, vous me donnez l'argent, je vais vous accompagner. Je dis, non, c'est le préfet qui a besoin de vous. On va donc ensemble. Il raconte, il dit que on lui a remis le corps et on lui a dit qu'il aille jeter ce corps à 40 km de Mbouda. Le préfet lui demande, mais pourquoi? Il dit que parce que la famille a dit qu'ils n'ont pas reconnu le corps. Comme l'enfant était tellement malade, il a maigri, patati patata. On lui demande, on peut reconnaître, vous pouvez reconnaître la place? Il dit oui. Mais il dit qu'il a besoin du carburant. Un militaire lui sort, je crois, 1000 francs, je ne sais plus quoi. Il va chercher le carburant. Pendant ce temps, Moussa dit qu'il va faire quoi? Non, ils sont partis ensemble. Finalement, c'est le bensikineur qui revient seul. On lui demande donc de garder sa moto et qu'il monte dans le camion. Ils sont partis, il était déjà, je crois, 16 h de l'après-midi.
sommes arrivés vraiment à 40 km à 17 heures. Comme c'est le camion des militaires qui était devant, nous avons constaté que le camion s'était arrêté. Le sous-préfet a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils nous disent que le monsieur en question dit que c'est ici. Bref, nous sommes descendus. Il y a eu la police qui est restée là pour surveiller les voitures. Il nous dit là, l'arbre que vous voyez là. C'était dans la broussaille, la brousse, on serpentait comme ça. Nous sommes donc arrivés sous l'arbre. Il dit c'est ici. Ah bon, comment vous le reconnaissez? Il dit mais voici là, les feuillages que j'ai couverts. Il a enlevé les feuillages. Et il est venu avec la houe. Le docteur Kamel lui demande, mais c'est avec cette houe que vous allez causer? Il dit oui. Le trou n'est pas très loin. Il dit non. Et moi de lui dire, mais vous allez cogner le cercueil. L'autre me dit non, madame, l'enfant n'est pas dans le cercueil. Et voilà le cercueil. On m'a dit quand je vais ramener l'enfant, que je le sorte du cercueil. Et voilà le cercueil que j'ai brûlé là. Le docteur Kamel lui demande de le laisser dans la houe, qu'il creuse avec les mains. Bon, on lui a fait porter les gants et il y avait le gens de l'hygiène qui était là avec les pompes, les motopompes, croyant qu'il y aura l'odeur et tout. Il s'est mis à creuser avec les mains. Après, j'ai vu le bras de l'enfant sortir de la terre. J'ai dit, mais ça c'est David. Le prophète me demande, mais comment vous reconnaissez? Je dis non, parce qu'il avait beaucoup maigri. On dit, bon, continue donc à creuser. Après, il a sorti l'enfant, il était enveloppé dans un drap. Savoir où ils ont mis les orteils de mon petit-fils. Non seulement on a traumatisé son corps, on vient le jeter ici. Effectivement, c'est jeté, parce que ça n'atteignait même pas 80 cm. Bref, on a essayé, le morgue a essayé d'enlever la boue. On a mis, puisque nous sommes allés avec son cercueil, on a porté l'enfant qui a été mis dans son cercueil. Une autre scène troublante. Le cadavre de l'autre petit, confondu à celui de David Isaac, est enfoui dans le même trou. Sur place, sans ménagement. Toute chose qui laisserait n'importe qui perplexe. Il y a une personne qui a demandé à ce Bensikineur-là que, mais, et votre corps, si, vous faites comment? Parce que dans la voiture des militaires, là, beaucoup de villageois sont montés. Parce que chaque fois qu'on passait, ils criaient. Donc, il y a un villageois qui demandait au chauffeur de s'arrêter, il montait. Et il y a donc un qui vient là, il regarde, il dit, il ressemble un peu à son père, mais vous n'allez pas l'enterrer. Personne n'a répondu. On dit donc au Bensikineur, vous avez enterré David avec qui? Il dit seul. Ok, débrouillez-vous donc avec celui-ci. Mais comme il était un grand garçon, c'était pénible à voir. Parce qu'il fallait qu'il le remette dans le petit trou. Il est grand. Il s'est mis à piétiner le corps. C'était pénible. J'ai oublié ma peine. J'ai pensé à la femme qui a mis au monde ce garçon, qui peut-être ne peut plus revoir son fils, je ne sais pas. Et si bien que on a fait une motte de terre comme ça, là, une petite colline, parce que le corps ne pouvait pas pénétrer. Au bout du compte, le corps de David est retourné à Douala et c'est la fin d'un cauchemar qui a duré une dizaine de jours. Autour de l'affaire, les avocats se déchaînent. Et il faut porter plainte pour que la lumière soit faite autour de cette affaire. La grand-mère de David, qui souhaite que l'âme de son petit-fils repose en paix, s'oppose à cette entreprise. Or, plusieurs questions restent en suspens. Pourquoi le corps de l'enfant, qui était pourtant bien étiqueté, a été confondu à un autre corps plus grand et bien étiqueté? Pourquoi la famille de cet enfant en Bouddha n'a pas ramené le corps de David à Douala pour se rendre à la morgue de l'hôpital afin de rentrer en possession, une fois la confusion constatée, du corps de leur propre enfant? Pourquoi et à quelle fin les orteils de David ont été coupés? Des indiscrétions en Bouddha
nous révèle que quand la dépouille de David est arrivée dans cette famille étrange, elle a été soumise à des rites traditionnels. Le terme du rite consistait à faire en sorte que l'enfant sorcier, selon eux, qui à leurs yeux s'était métamorphosé, ne puisse plus jamais se réincarner dans cette famille. C'est la raison pour laquelle les orteils de David, révèle notre source, auraient été coupés et son corps confié à un inconnu pour s'en débarrasser dans la forêt. Qu'à cela ne tienne, il reste vrai que nos morgues sont aujourd'hui des bastions de profanation, de trafic d'organes et d'ossements humains. Le cas de David Isaac conforte cette position et bien d'autres cas encore peuvent davantage le démontrer. Mesdames et messieurs, les questions que nous allons poser maintenant ne trouveront peut-être jamais de réponse parce que la grand-mère de David Isaac va empêcher la machine judiciaire s'étant soulevée pour établir la responsabilité d'agir. Elle souhaite que l'âme de son fils repose en paix. Pourquoi le corps de David Isaac a-t-il été confondu dans cet hôpital? Pourtant, l'identification a été effectuée en belle et due forme. Pourquoi, en Bouddha, quand votre famille va constater que le corps qui se présente à eux n'est pas celui de David Isaac, n'entreprend pas immédiatement de ramener la dépouille à Douala afin de rentrer en possession du corps de leur petit-fils? Pourquoi les orteils de l'enfant et à quelle fin ont-ils été mutilés? Mesdames et messieurs, des questions que nous ne pourrons jamais répondre dans cette édition. Le cas que nous allons vous présenter maintenant, mesdames et messieurs, tout aussi étonnant, de par son ampleur, survient au même traité de chapitre, celui de confusion dans la localité de Ntui. Il s'agit d'un homme d'affaires, mesdames et messieurs, qui va réussir à corrompre un morguier en lui remettant la modique somme de 125 000 francs CFA pour obtenir de ce dernier et changer la dépouille de sa propre mère à lui contre celle d'une autre femme. Elle qui repose dans la tombe d'une autre a sans doute quelque chose de très important à demander, et elle prie pour être exaucée. Un rêve qui se prolonge dans le cauchemar macabre d'une octogénaire décédée des suites de longues maladies et dont le corps sera à la suite d'un complot échangé contre celui d'une autre femme avant d'être enterré à plus d'une dizaine de kilomètres de Koussé, sa terre natale. Ici, les campagnards, complètement estomaqués par cet événement à la fois triste et bouleversant, ne retiennent pas leur souffle. Tout le village exige l'exhumation du corps de Massé-Pauline, la 80aine et son retour à Koussé, sauf le fils de la défunte. Accusant sa mère de sorcière, il avait juré de faire du cadavre de cette dernière un vulgaire et banal objet. Un projet machiavélique qui va se solder par un échec cuisant sur le mauvais sort avant de se retourner contre lui, ainsi que le morguier qu'il avait recruté pour accomplir sa sale besogne. Au petit matin du 11 octobre 2011 à Koussé, petite bourgade située à 10 km du centre-ville de Ntui, chef-lieu du département du Mbam-et-Kim, le calme règne sur la localité et la vie matière à controverse suit son cours normal au fil des minutes qui s'égrènent sans s'émietter. Dans le village, on entend le tohu-bohu que pétrit le cliquetis des assiettes, le vrombissement des motos et le chuchotement étouffé des voix qui véhiculent des nouvelles bonnes peu ou prou. De ce mélange qui n'agace personne, triomphe à un lieu précis de la petite localité des pleurs, des cris de détresse. Ce sont ceux des fils et proches de Massé-Pauline, morte des suites de longues maladies. La famille porte le deuil et ignore l'âme en peine que le sacrilège va se mêler à ce décès qu'il éprouve si durement, alors que c'est aujourd'hui la date de la mise en bière. Ce samedi, 6e jour de la semaine qui succède le vendredi, va trahir l'ampleur d'une angoisse qui, depuis le début de la semaine, habite l'esprit du fils unique de la défunte, ayant, depuis le décès de sa mère, pris l'habitude de se rendre quotidiennement à la morgue pour se recueillir sur sa dépouille. Le fait d'être à l'avant-veille de la mise en bière est conduit par le morguier, vu que ce dernier ne lui rend pas la tâche facile, va laisser trotter dans sa tête des légers soupçons. Alors que toute la famille se rend à la morgue, munie d'un cercueil, des photos agrandies de la défunte et de sa robe funèbre,
Le drame familial prend alors une autre dimension. Le corps de maman Massé Pauline est porté disparu et c'est la catastrophe. 23 octobre, je suis venu, j'ai déposé le corps. En déposant le corps, le morgue m'a demandé 40 000 francs. Sur les 40 000 francs, il a détaillé 20 000 francs de frais exigibles, 5 000 francs de motivation et 15 000 francs pour le matériel. J'ai déposé les 40 000 francs. Bon, c'est autour du 28, je suis repassé. Et le jour-là, c'est le morgue Elundu qui a mis le corps de ma maman à la mort. Le 28, je suis arrivé pour revoir le corps de la maman. J'ai trouvé que Elundu était à Yaoundé. J'ai appelé M. Bilay qui était responsable ce jour-là. J'ai demandé à M. Bilay, est-ce que je peux voir le corps de ma maman? Il m'a dit que je n'ai pas traité avec lui. Il faut que je parte voir la personne à qui j'ai déposé l'argent. Il n'a pas traité avec moi. Je suis reparti. Je suis revenu pour la deuxième fois. Je lui ai dit que est-ce que je peux voir le corps de ma maman? Il m'a dit que le jour-là, le même jour toujours, le morgue Elundu était toujours à Yaoundé. Je lui ai demandé, ouais, gars, pardon, dis-moi, même si c'est la motivation, même si c'est la bière, dis-moi, je vais te donner, non? Comment tu peux me punir comme ça? Laisse-moi quand même au moins voir le corps de maman. Il me dit que comme vous aimez les étrangers, tu as préféré, le jour-là, je t'ai fait signe de venir me voir, tu as refusé. Tu as préféré traiter avec les étrangers, je ne peux pas te donner, je ne peux même pas te faire voir le corps. Tous les 13 heures, il m'a appelé, il me dit, il faut que je vienne à l'hôpital voir le corps de maman. Je suis arrivé, j'ai vu que ce n'était pas le corps de la maman. C'est là il m'a amené dans la morgue, il a sorti le corps, qui d'ailleurs avait le nom de Bonga Thérèse, au niveau de la cuisse gauche. Par contre, le jour que je mettais la maman, il a écrit Massé Pauline sur le bras gauche. Et on avait mis les guilles sur les lèvres. On a pincé la bouche. Je lui ai dit que ce n'est pas le corps de maman. C'est là où il me dit donc bon, cherche à voir Bilay. Bilay a déjà. Donc le corps de ta maman a été enterré. Et c'est Bilay qui a levé le corps de ta maman. Et c'est doigt là-bas qui a enterré le corps de ta maman. Très vite, la nouvelle se répand sur le village comme une traînée de poudre. L'incroyable récit de l'affaire alimente les commentaires dans les chaumières et peu à peu, la tension monte. Cependant, le corps que l'on présente aux enfants de Massé Pauline est celui d'une femme, elle aussi du 3e âge, ne présentant pas les mêmes caractéristiques que celui de leur maman. Massé Pauline, de son vivant, était une femme grande de taille, mince et légèrement brune. Or, l'autre dépouille est celui d'une femme petite de taille, noire et avec des yeux légèrement emboutis. Et là, les enfants sont catégoriques. Ce cadavre n'est pas celui de notre mère. J'ai dit que je vais d'abord entrer pour aller voir d'abord le corps là. Je suis entrée. Où il y a d'ouvrir le 5e caisse, il ouvre déjà, la 5e caisse, il ouvre déjà le 3e. C'est Lundu. Il ouvre, il sort, j'ai dit que quand la maman était à l'hôpital, la femme était à côté de la maman. Ma mère était à côté. Donc c'était dit que quand ces filles ne sont pas là, je suis responsable d'elles. S'il y a quelque chose, je garde leur maman. Quand moi aussi je sors, c'était aussi comme ça. Je l'ai bien reconnue. C'était ici à l'hôpital que j'ai connu la maman là. Et ici, j'ai regardé comme elle était nue. Moi j'ai eu à laver la maman là, ici à l'hôpital. J'ai dit, ok, ma maman n'était pas géante. Ma maman n'était pas costaud comme ça. Elle était une petite femme là. Ça y est, bien portée là. Mais c'est parce qu'elle a arrivé avec la maladie là. C'est pourquoi. Donc même si c'est n'importe comment, mais elle a une cicatrice ici derrière. On pose ça. Même si on dit que ce n'est pas la maman là. Commence alors un intense exercice d'investigation sporadiquement interrompu d'invectives. Pourtant, le morgue est formel. L'hypothèse d'une confusion de corps n'est pas du tout envisageable. Bilay persiste et signe. Cette dépouille est bien celle de Massé Pauline. Un point, un trait. Philippe Parfait Bilay, vous êtes responsable de la morgue de l'hôpital de d'ici de Ntuy. Et vous étiez de service ce jour où il y a eu cette levée de corps où malheureusement on s'est retrouvé dans une situation de confusion de corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, messieurs, lorsque nous avions fait la levée, c'est moi-même qui avais reçu le corps. Bon, ce jour-là, il y a eu beaucoup de levées que nous avions eu à faire. Mais on se retrouve que le monsieur même qui avait récupéré le corps, on l'a appelé
à la salle d'exposition. Il a dit certainement qu'il a reconnu le corps de sa maman. Mais aujourd'hui, lorsque nous faisons une autre levée, on constate qu'il y a eu confusion et que ce n'était pas la maman. On a même fait appel à ce monsieur. Il a dit que lui, il a reconnu sa maman. Mais quand on va dans le coffre, on se retrouve que ce n'était pas le corps de sa maman. Oui, mais en tant que morguier de service, est-ce que vous n'avez pas procédé à l'identification du corps avant son enregistrement? Monsieur, là, je suis très fan là-dessus. Nous sommes deux. Nous étions vraiment surchargés. Face à ce blocus, à la fois ironique et dramatique, la population, lasse d'attendre un dénouement satisfaisant, va alors entreprendre un vaste mouvement insurrectionnel allant jusqu'à interrompre la circulation pour que les autorités se mobilisent. C'est ainsi que la police et la gendarmerie se saisissent alors de l'affaire et l'on s'aperçoit que la dépouille qui a été présentée aux enfants de Massé-Pauline est celle d'une certaine Banga Thérèse, supposée être inhumée depuis plus de 2 semaines dans un petit village appelé Nguété. Le fils de Banga Thérèse, celui le plus connu, est un homme d'affaires très réputé dans le coin. Et son discours, vous allez le voir, va s'avérer très éloquent quant à la suite de l'affaire et la tournure qu'elle va prendre. Vous êtes allé à la morgue ce jour-là, retirer le corps de votre mère, mais il se trouve que vous êtes reparti avec un autre corps. N'étiez-vous pas là le jour où le corps se faisait enregistrer à la morgue? J'étais ce jour-là. C'est moi, le morgueur et moi qui avions mis le corps de maman dans la caisse. Et le morgueur a eu à écrire le nom de maman sur la cuisse gauche avec un feutre bleu. Donc j'étais présentement. Vu qu'on mettait le corps de maman à la mort. Donc le corps a été clairement identifié. Et clairement identifié. Bon, alors maintenant, le jour de la levée, il y a cette confusion terrible. Et n'étiez-vous pas là le jour de la mise en bière? Le jour de la mise en bière, j'étais là. Avant que la mise en bière ne se fasse, les deux morguiers m'ont fait entrer dans la salle de bain, comme je peux dire, là où on habille les corps. J'ai trouvé bel et bien le corps de maman sur la table. Vous l'avez reconnu? Je l'ai reconnu. Avec le feu dont le nom est écrit sur la jambe, comme je vous dis. Ils me disent que bon, ils voulaient juste me présenter le corps de maman. Parce que d'un moment à l'autre, ils vont faire leur travail. C'est à ce moment qu'ils me mettent dehors. Ils me disent qu'il fallait que j'aille attendre le reste dehors. Je les laisse deux avec le corps de maman dans la salle. Je suis sorti. Après d'avoir passé 30 minutes environ, ça inquiétait même bien certaines personnes que mais qu'est-ce qui s'est passé encore à l'intérieur. Les gens ont tellement patienté. Finalement, en fin de compte, ils sont sortis avec le corps déjà habillé. Déjà habillé. Déjà habillé. Et masqué parce que j'avais acheté un large bord, un chapeau large bord qui habillé. Ce qui fait que le corps, le chapeau fermait complètement la face le visage. Bon, pour moi, quand le corps sortait, il y avait les émotions et tout. Je ne pouvais pas aussi m'imaginer qu'une petite relation pouvait se passer, qu'il pouvait avoir changement de corps. Donc je n'avais plus tellement prêté l'attention à ce niveau-là. Je savais que ça c'était le corps de maman qui sortait. Le corps a eu à passer quelques minutes avant la mise en bière. Ça a passé quelques minutes, les gens ont fait le tour, on a fait la mise en bière. C'est comme ça qu'on transporte le corps de maman pour la veiller au village. On a veillé avec ce corps. Le lendemain, les cérémonies ont commencé. Après cérémonie, messe, inhumation. 2 semaines pratiquement après, que je suis surpris. J'étais à un voyage, on m'appelle, on me dit non, il y a une histoire qui se passe à la mort. Il se peut que le corps de maman avait été changé. Donc, le corps de maman se retrouve encore à la mort à l'heure où on me parlait, donc le vendredi, le 4. Ce que était Messina vient de déclarer aux gendarmes et aux policiers a le don de laisser n'importe qui incrédule. Les autorités se montrent alors très méfiants
et rassure les populations quant à la nécessité de dégager les responsabilités. Je crois que monsieur le préfet vous a dit que ce qui nous préoccupe actuellement, c'est ce que nous voulons faire. C'est-à-dire aller enterrer notre maman qui nous a quittés dignement. Parce qu'on ne voudrait pas que ce qui se passe actuellement continue à émousser la dignité qui devrait revêtir ces obsèques. Le village est rassemblé et le sous-préfet de l'arrondissement de Ntui prend la délicate décision d'exhumer le corps de Massé Pauline, enterré depuis plus de 20 jours afin qu'il soit remis à ses héritiers. On peut mettre directement sur le carton, on soulève, soulevez parce que sinon ça déchire le carton, soulève s'il vous plaît. Posez sur le... Voilà, c'est bon. Voilà. Allez donc. Donc maintenant c'est... On vient de procéder à l'exhumation. Vous avez bel et bien reconnu le corps de votre maman. Oui, j'ai bien reconnu le corps. C'est bien le corps de ma maman. Et les membres de partie sont en place. Le corps est intact. Le corps est intact. Merci et mes condoléances. La scène d'exhumation qui va mobiliser toute la localité est une rude épreuve pour les témoins émus. Cela se déroule sous les yeux d'une tuile administratif, religieux, traditionnel et public. Nous avons trouvé la maman, effectivement, de monsieur Etele de Doualaba. Lui-même et son épouse ont identifié leur maman et le corps se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital de district de Ntui. Nous sommes sortis de là pour venir ici. Également, première chose, pour identifier la maman qui a été enterrée ici. Et devant vous, nous sommes ici avec monsieur le procureur, le maire, les forces de l'ordre, toutes les autorités, les chefs traditionnels, ainsi que l'office et les membres de la famille de la maman qui est derrière le pick-up. Effectivement, ils viennent de témoigner que la maman qui est là est effectivement leur mère. Nous avons exhumé le corps et nous sommes en train de partir à Koussé maintenant pour assurer l'enterrement de ces mamans. Notre maman pour venir l'enterrer ici. Donc je crois que si l'autorité est en train de mentir, vous êtes là pour témoigner, n'est-ce pas? Est-ce que la maman que nous avons prise là, effectivement, votre maman? Elle est la vôtre. D'accord. S'il s'agissait d'une confusion, comment une telle scène a pu se produire à l'hôpital de Ntui? La question intrigue les gendarmes qui convoquent le morguier Bilay ainsi que Etele Messina. Les deux sont entendus et l'opération consiste pour les agents d'armes à rechercher la vérité par l'audition des témoins et l'accumulation des preuves. D'un point de vue juridique, il est clair que les responsabilités d'un tel acte, s'il s'agissait d'une confusion, sont condamnables. Pour cet événement qui, somme toute, arrive tout le temps dans les grandes métropoles, mais pour une fois est inédit dans la ville de Ntui. En fait, il s'agit de la confusion des corps. Il y a 2 semaines, on a levé un corps, on l'a enterré et aujourd'hui on constate que les propriétaires des corps d'il y a 2 semaines sont ceux qui devaient avoir le corps d'aujourd'hui. Mais sur le plan du droit, il faudrait dire que il faudrait d'abord voir le problème sur le plan de la formalité à remplir pour pouvoir mettre un corps à la morgue. Lorsqu'un corps arrive à la morgue, le morguier identifie le corps. Il met des labels au pied et il peut me mettre un nœud
en écrivant même le nom du corps à la plante des pieds. C'est ce que nous voyons tous ces jours-ci. Il met le corps à la morgue et il demande qui est responsable de ce corps. Il identifie le responsable du corps, celui-là qui sera même chargé de reconnaître ce corps le jour de la levée. Voilà la formalité de la mise d'un corps à la morgue et du retrait. Il y a au départ le morguier qui identifie le corps et a un responsable qui se porte garant de pouvoir retirer le corps au moment venu. C'est lui qui paye les premiers frais et c'est lui qui est chargé de retirer le corps. Alors, dans le cas de l'espèce, je crois qu'il y a un responsable qui s'est porté garant de retirer ce corps. Ce qui a été fait il y a 2 semaines. Il a certainement vu le corps. Le morguier qui a identifié le corps à la mise du corps à la morgue devrait faire le même mouvement. C'est un peu comme le principe du parallélisme de forme. Il a identifié le corps, il l'a mis à la morgue. Au sortir du corps, il devait l'identifier. Et devant le responsable qui s'est porté garant du corps. Je crois que cela a été fait. Mais si ça a été fait en confondant le corps, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'inadvertance de la part du morguier qui n'a pas pu reconnaître le corps que lui-même, il a immatriculé le premier jour où le corps est arrivé à la morgue. Il a confondu ce corps, il a pris un autre corps qu'il n'a pas pu vérifier et il a remis au propriétaire du corps. Mais il faudrait dire, au-delà de toute chose, il faudrait dire que c'est des responsabilités qui sont partagées à la fois par le morguier qui est le principal responsable de la morgue et également par le responsable du corps qui s'est identifié le premier jour et qui n'a pas pu reconnaître son corps le jour de la levée. Voilà ce qui cause le problème. Et je dis bien c'est un problème de responsabilité partagée qui a des conséquences aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil. Sur le plan pénal, le morguier devait répondre de sa responsabilité pour cause de négligence. Et sur le plan civil, ceux qui ont reconnu, qui n'ont pas pu reprendre leur corps aujourd'hui parce qu'étant déjà enterrés il y a 2 semaines, ont certainement subi un préjudice du fait qu'ils ne peuvent plus retrouver leur corps aujourd'hui. Ils ont préparé les obsèques, ils ont fait des dépenses pour que les obsèques aient lieu demain samedi. Maintenant, il n'y a pas de corps, on va certainement renvoyer ces obsèques, ce qui leur cause un préjudice. Les discours de Ethele Messina et du morguier Bilaï ne sont pas concordants. La gendarmerie, vu la véracité des faits, les cuisine davantage et face à la pression, Bilaï, le morguier, craque et passe aux aveux complets. Selon sa déposition, Ethele Messina lui aurait versé la modique somme de 125 000 francs CFA pour l'employer à cette basse et sinistre manœuvre. Et si le regret se lit sur son ordinaire visage, terni par l'achat de sa conscience, Bilaï, le pauvre morguier, dit tirer le diable par la queue avant d'écraser quelques gouttes de larmes salées et salies par la sueur de son front. Les 2 hommes méditent actuellement sur leur sort au fond des geôles. Les faits parlent d'eux-mêmes, mesdames et messieurs, que le matérialisme est violent autour de nous. Les 2 cas que nous venons de vous présenter mettant en exergue le phénomène de confusion de corps dans nos morgues interpellent au plus haut niveau les pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Canal Détective. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que celui qui applique son esprit à l'impossible découvre toujours la vérité. L'information, vous la tenez peut-être au terme de cette émission, mais Canal Détective enquête toujours. À bientôt.